Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présents pour ce grand tour du jeudi. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le jeune docteur Lucas Otero Sanchez, jeune mais pourtant déjà auteur d'une thèse à Erasme dans le service de gastro-entérologie et d'hépatopancréatologie. Et merci d'être venu. Qui va nous parler de la stéatose hépatique et du diabète. Merci pour l'introduction. Merci à Ellie pour l'invitation. Donc voilà, globalement, moi j'ai fait ma thèse sur les maladies du foie associées à l'alcool et associées au dysmétabolisme. Et il y avait une autre, une autre part de mon activité de recherche qui était dédiée à la défaillance d'organes dans la cirrhose. Mais donc aujourd'hui, on va parler des stéatopathies associées au diabète, dont l'idée de séminaire et pas de revenir sur la nouvelle nomenclature qui vient de sortir avec les recommandations européennes qui vont bientôt, qui sont en reviewing maintenant, qui vont sortir dans les prochaines semaines. L'idée, c'était plutôt de parler de l'épidémiologie de la stéatopathie dans la population diabétique, qui est une population à risque pour avoir une stéatopathie. Et d'autre part, c'est de vous donner des pistes pour identifier les patients à risque de faire des complications hépatiques au sein de cette population. Donc aujourd'hui, on va parler des maladies du foie gras, dont les principaux facteurs de risque associés au développement d'une stéatopathie, c'est essentiellement l'obésité et une consommation chronique et excessive d'alcool. Alors globalement, il faut savoir qu'il y a 30 à 35 de la population mondiale qui présente un foie gras, qui est globalement défini par une accumulation de graisse dans le foie de plus de 5%. Parmi ces patients, il y a globalement un quart de ces patients qui vont progresser au sein de ce continuum histologique et qui vont développer des lésions à caractère inflammatoire, qu'on appelle les lésions de stéatohépatite, que ce soit associées à l'alcool ou non. On sait que les lésions de stéatohépatite, c'est le facteur de risque principal pour progresser, pour développer des lésions de fibrose qui, à terme, vont mener au développement de finalement l'étape histologique terminale de ce continuum histologique qu'est la cirrhose. Et une plus faible proportion de ces patients, finalement, vont développer des complications de cette stéatopathie chronique, essentiellement deux types de complications. Des complications associées à l'hypertension portale, dont rupture de varices œsophagiennes, développement d'acide, encéphalopathie, et des autres complications associées plutôt à un développement de cancer primitif du foie, essentiellement l'hépatocarcinome. Et globalement, les deux gros facteurs de risque, en tout cas étiologiques, associés à la progression dans ce continuum histologique, sont l'insulinorésistance et la consommation d'alcool. Alors, pour revenir globalement sur l'épidémiologie du diabète, ben, c'est 15% de la population adulte américaine. En Belgique, en 2021, on était aux alentours de 7%, c'est plus ou moins équivalent en France. Et ce chiffre associé à l'épidémie d'obésité ne va faire qu'augmenter les prévisions. C'est globalement une augmentation de 50% des cas de diabète d'ici 2045. Alors, comme vous le savez, il y a cette distinction entre un peu prototypique du diabétique de type 1, du diabète de type 2 et du LADA. On sait que globalement, une grosse majorité de ces patients sont des diabétiques de type 2. Euh, et on en discutera plus tard. Cette classification probablement empêche de toucher, de cerner la granularité du phénotype, notamment du phénotype de type 2, qui présente quand même une population qui, d'une part, est vaste, d'autre part, est très hétérogène, et qui, ce fait de classifier ces patients de cette façon-là, en fait, empêche d'identifier des patients à risque de faire des complications à la fois associées au diabète, mais également associées au foie. Et on verra qu'on peut utiliser des nouvelles méthodes de classification qui permettent de stratifier finalement le risque de ces patients de faire des complications. Alors, voilà. Donc, le fait d'avoir une stéatopathie, dont une maladie du foie gras, et un diabète, dont finalement ce sont deux entités pathologiques qui coexistent souvent. Euh, Globalement, on voit que le degré de diacylglycérol dans les hépatocytes est associé, est fortement associé au fait d'avoir de l'insulinorésistance. Et inversement, on sait que l'obésité, notamment par une lipolyse périphérique accrue, a tendance à favoriser l'accumulation de graisse dans le foie. Euh,
et dont globalement les deux facteurs partagés par ces deux pathologies sont d'une part l'obésité et d'autre part l'insulinorésistance. Mais finalement, la question est lequel entité pathologique drive l'autre, arrive avant. Donc globalement, est-ce que lorsque vous avez un foie gras, c'est un facteur de risque pour faire un diabète subséquemment? Ou est-ce que le fait d'avoir un diabète est un facteur de risque de faire une stéatopathie, de développer une accumulation de graisse dans le foie? Alors qu'est-ce qu'on a dans la littérature? Alors ici, pour regarder finalement, est-ce que le fait d'avoir un foie gras chez vos patients est associé à une incrémentation de risque de faire un diabète dans le suivi? Donc ici, c'est une étude de cohorte sud-coréenne, plus de 12 000 patients. Et finalement, ils ont évalué les facteurs de risque associés au développement de diabète dans le suivi à 5 ans. Et vous pouvez voir que si vous êtes obèse au début de cette étude, vous avez globalement 1,5 fois plus de risque de développer un diabète dans le suivi. Et si vous avez une stéatopathie sans diabète, vous avez globalement 2,5 fois plus de risque à 5 ans de développer un diabète. Alors ici, c'est une autre méta-analyse, c'est une méta-analyse qui inclut des données des études qui évaluent finalement l'incidence du diabète à 1 an parmi des populations qui ont à la fois des stéatopathies dysmétaboliques et non. Et vous voyez que le fait d'avoir une stéatopathie dysmétabolique, ici l'outcome est à 1 an, vous avez 2 fois plus de risque de développer un diabète dans le suivi, et ce ajusté pour des facteurs confondants comme l'âge, le sexe, l'histoire familiale de diabète. Alors, je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, mais c'est parce qu'il y a une partie de ma thèse qui a été plutôt portée sur de la génétique. Mais donc, à l'heure actuelle, il y a des designs d'études épidémiologiques qui sont assez intéressantes finalement pour évaluer est-ce qu'un facteur de risque est causalement associé à une maladie, ce qui est extrêmement compliqué pour des interactions complexes comme les maladies du foie gras et le diabète, parce qu'il y a énormément de facteurs confondants qui sont associés aux deux. Et il y a des designs qu'on appelle des designs de randomisation mendélienne, donc c'est un terme un peu barbare, je ne vais pas trop m'appesantir là-dedans, mais ce qui est intéressant d'utiliser la génétique pour comprendre est-ce qu'un facteur de risque est causalement associé à une maladie, c'est globalement d'aller regarder est-ce que des variants génétiques qui sont associés à une augmentation du risque de faire le facteur de risque, de développer le facteur de risque, est-ce que ces variants génétiques sont aussi associés à la pathologie pour laquelle on évalue finalement l'association causale ou non? Parce que globalement, en utilisant la génétique, ben, en fait, vous écartez tous les facteurs confondants, notamment socio-économiques, environnementaux, etc. Oui. Alors, maintenant, et donc ça c'est juste un petit rappel, mais si vous avez un patient qui présente une stéatopathie, ben, globalement, vous le dépistez pour un diabète sous-jacent. Euh, Est-ce que finalement le fait d'avoir un diabète est un facteur de risque pour développer une stéatopathie? Ici, c'est une méta-analyse. Globalement, si vous avez un diabète, vous avez 2 fois plus de risque d'avoir une accumulation de graisse dans le foie excessive. Également, des études de randomisation mendélienne ont montré que des variants génétiques associés au fait de développer un diabète de type 2 étaient causalement associés au fait de développer une stéatopathie dysmétabolique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de dire finalement, OK, vous avez un foie gras, et si vous êtes diabétique, est-ce que vous allez plus rapidement progresser qu'un patient qui n'est pas diabétique? Donc ça, c'est une autre question. Donc ça, c'est une étude qui inclut 500 patients avec des biopsies pérées hépatiques à 1 an d'intervalle au moins. Et vous voyez globalement que si vous êtes diabétique et que vous avez un foie gras, par rapport à un patient qui est non diabétique et qui a un foie gras, vous avez 1,5 fois plus de risque d'être diagnostiqué avec une cirrhose dans le suivi. Vous avez 4 fois plus de risque de développer un cancer primitif du foie. Et globalement, vous avez 1,6 fois plus de risque de progresser au niveau de votre fibrose. Donc ça, c'est une méta-analyse de données individuelles. C'est 3 cohortes, une japonaise, une turque et une américaine. C'est globalement 2000 patients qui ont été évalués au baseline avec une mesure non invasive de fibrose qui est globalement le gold standard non invasif qui est la résonance magnétique par élastométrie. Et vous voyez que si vous êtes, ici il y a 2 courbes, donc globalement il y a l'incidence cumulée dans le suivi, ici les auteurs évaluent l'incidence cumulée de faire une décompensation hépatique essentiellement associée à l'hypertension portale et l'incidence cumulée de développer un cancer primitif du foie. Si vous avez une stéatopathie dysmétabolique et que vous êtes diabétique, vous avez dans le suivi un risque instantané qui est 3 fois plus élevé pour faire une décompensation hépatique au cours du suivi. Et vous avez
8 fois plus de risque de développer un cancer primitif du foie. Alors, qu'en est-il par rapport à l'épidémiologie, la prévalence de la stéatopathie dysmétabolique dans ces populations-là? Donc, parmi les patients type 2, vous voyez que la prévalence globale, elle est ici dans cette étude évaluée à 55%, mais elle peut monter au-delà de 70% de stéatopathie. Dans cette étude, il y a une évaluation, c'était du sous-groupe, il y a 7 études qui évaluent finalement la prévalence de la stéatohépatite, donc c'est ces lésions inflammatoires qui sont un facteur de risque pour progresser. Et vous voyez que globalement, il y a un tiers des patients diabétiques qui ont des lésions de stéatohépatite à la biopsie, quand ils sont évalués par biopsie. Et vous avez une prévalence de fibrose avancée qui est de 17%, qui est globalement élevée, parce que quand vous prenez une population générale, évidemment, ça va être un terme très générique, parce que ça dépend de la moyenne d'âge, vous prenez les facteurs de risque associés, mais globalement, vous avez entre 0,5 et 1 à 2% de ces patients qui ont une fibrose avancée, donc beaucoup plus élevée dans la population diabétique. Ici, c'est une étude prospective qui évalue la stéatose parmi des patients qui ont un diabète de type 2 et qui sont âgés de 50 ans ou plus. Vous voyez que, évalué par des méthodes non invasives, que ce soit le fibroscan et ou la résonance magnétique par élastométrie, vous voyez qu'il y a 66% de ces patients qui ont un foie gras, il y a 14% de ces patients qui ont une fibrose avancée et il y a 6% de ces patients qui ont une cirrhose. Alors, à l'inclusion, ils ont exclu évidemment les patients qui avaient des cirrhoses cliniquement significatives et cliniquement. C'est des patients pour lesquels il n'y avait pas de diagnostic de cirrhose initiale, cliniquement évidente. C'est ça que je voulais dire. Euh, donc, ici, c'est une étude intéressante parce que l'étude initiale s'était intéressée finalement à la prévalence dans des centres secondaires et tertiaires de fibrose parmi les patients diabétiques de type 2. Ici, c'est dans le programme de management allemand diabétique et dont c'est une étude prospective qui screen avec le fibroscan la présence de stéatopathie dysmétabolique. Il n'y a pas d'exclusion des patients qui consomment de façon chronique et excessive de l'alcool, ce qui est intéressant parce que la majorité des études excluent ces patients, notamment quand on évalue la fibrose, la prévalence de fibrose dans ces populations. Alors, on voit que c'est 77% de ces patients qui ont un foie gras. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 12% de ces patients qui ont une cirrhose sous-jacente. Et ce qui est intéressant dans cette étude, vu qu'il n'exclut pas les patients qui ont une consommation chronique et excessive d'alcool, vous voyez que globalement, il y a un quart des patients qui sont diagnostiqués avec une cirrhose qui ont une consommation chronique et excessive d'alcool. Et c'est le facteur principal dans cette étude qui est associé au diagnostic d'une cirrhose. Qu'en est-il de la population type 1? Parce que j'ai parlé beaucoup de la population type 2, mais qu'en est-il de la population diabétique de type 1? Ça, c'est une étude récente de l'équipe d'Anvers qui évalue de façon non invasive la prévalence à la fois de la stéatose et de la fibrose. Vous voyez que globalement, ici, la prévalence de la stéatopathie parmi des types 1 est de 16%, donc bien moins déjà que la population générale, mais surtout que les types 2 et une prévalence de fibrose avancée qui est relativement faible, à 3,8% ici. Cette prévalence augmente si les patients présentent des caractéristiques de syndrome dysmétabolique, et à ce moment-là, on augmente la prévalence de stéatose et de fibrose. Et les facteurs qui sont associés au fait d'avoir de la fibrose avancée c'est essentiellement le syndrome dysmétabolique dans cette population-là. Alors, quels sont les facteurs de risque associés au fait d'avoir un diagnostic de fibrose avancée dans la population diabétique? C'est essentiellement l'obésité, c'est essentiellement l'âge qui ressortent et c'est essentiellement le degré d'insulinorésistance. Alors, bon, vous allez me dire, oui, bon, voilà, tu nous dis qu'il y a une grosse prévalence de stéatose, ok, il y a un peu de fibrose, ok, mais finalement, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quels sont les patients qui vont faire des complications au long cours? C'est globalement ce qu'on se pose comme médecin. Vous voyez un patient en face de vous, patient diabétique de type 2, vous vous dites est-ce qu'il est à risque ou pas? Parce que, comme on l'a vu, c'est une population qui est extrêmement vaste. Alors ici, c'est une étude intéressante qui inclut plus ou moins 7000 patients diabétiques de type 2 avec au diagnostic une stéatopathie. Il y a 6% de prévalence de cirrhose à l'inclusion. Et il y a un suivi à 5 ans, étude hongkongaise. Alors ce qui est intéressant, et ce qui ressort de cette étude, c'est que globalement, plus de 90% des cas de cirrhose sont diagnostiqués après 50 ans.
Et 94% des patients qui vont faire une complication associée à la stéatopathie ou alors maladie hépatique chronique ont plus de 50 ans. C'est intéressant parce que de façon générale, une règle en hépatologie, même si on n'a pas des suivis, on n'a pas beaucoup de données sur des biopsies pérées, c'est que globalement, un facteur de risque, notamment essentiellement l'alcool ou la stéatopathie dysmétabolique, il faut probablement screener ces patients 10 ans avant pour éviter un event dans 10 ans. Et donc ça, c'est des données qui sont intéressantes. Alors, c'est la même équipe qui a été maligne et qui étend leurs données de suivi avec plus de patience. C'est la même équipe hongkongaise. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, ils regardent est-ce qu'il y a une association entre la durée du diabète et le fait de faire un événement hépatique. Donc, est-ce que si vous avez des patients qui sont diagnostiqués depuis plus de 10 ans versus entre 6 et 10 ans et versus moins de 5 ans, est-ce qu'ils sont plus à risque? Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que d'une part, par tranche d'âge, il y a une augmentation du risque de faire un événement hépatique. Mais ce qui est intéressant, au sein d'une même tranche d'âge, vous voyez que si vous avez un patient qui a entre 5 ans, entre 60 et 70 ans, et que ça fait plus de 10 ans qu'il est diagnostiqué diabétique de type 2, globalement, il a 6,2 fois plus de risque de faire une complication. Et cette augmentation est relativement linéaire entre strates d'âge. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que d'une part, il y a l'âge qui permet de stratifier le risque, mais d'autre part, la durée du diabète. Alors ça, c'est une étude très intéressante. C'est une étude bicentrique de la Pitié-Salpêtrière et de Cochin, qui ont fait du chaînage, donc qui ont globalement inclus des patients diabétiques de type 2 hospitalisés dans leur institution et qui ont évalué finalement quels étaient les facteurs de risque associés au développement de complications dans le suivi. Il y a 2,1% de l'entièreté de la population qui vont développer des complications hépatiques. La médiane de suivi est 21 mois. Évidemment, c'est une population qui est sursélectionnée parce que hospitalisée dans des centres tertiaires. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Ce que globalement l'équipe de Vincent Mallet a fait, c'est évaluer la fraction attribuable du risque de chacun de facteurs de risque potentiels pour faire des complications hépatiques. Donc, c'est quoi la fraction attribuable du risque? C'est une mesure épidémiologique qui combine à la fois des mesures d'incidence et de risque instantané et qui permet de dire, voilà, dans ce cas-ci, la fraction attribuable du risque de l'alcool pour faire des complications hépatiques est de 55%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous enlevez le facteur de risque alcool, vous allez diminuer de 55% les événements hépatiques dans cette population-là. Et donc, ce que vous voyez en termes d'impact sur l'incrémentation du risque de faire une complication hépatique, vous voyez que ce qui est majeur dans cette population-là, c'est le fait d'avoir une consommation chronique excessive d'alcool, ou en tout cas d'avoir, ici c'est des ICD codes, mais d'avoir des problèmes associés à une consommation excessive d'alcool. Les non-metabolic liver-related risks, c'est essentiellement les hépatopathies, les patients qui présentaient des hépatopathies virales. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que finalement l'obésité, ou un des features clés du syndrome dysmétabolique, en fait, est relativement un impact relativement faible sur l'augmentation du risque de faire des complications hépatiques dans cette population. Alors, selon vous, quelle est la prévalence de la stéatopathie chez les patients diabétiques de type 2 qui présentent des transaminases qui sont normales? Alors, cette étude-là, je vous dis globalement, l'âge, c'était 55 ans, le BMI était de l'ordre de 30, BMI médian. Donc, selon vous, quelle est la prévalence chez des gens à qui vous faites une biologie et qui ont des transaminases normales? Pardon? 5%? C'est 50%. Donc, tout ça pour vous dire que évaluer la stéatose ou les stéatopathies sur base simplement des transaminases, c'est un relativement mauvais marqueur. Et on va voir quels sont les marqueurs, les meilleurs marqueurs pour. Si on prend la ferritine, Oui. si on prend la ferritine, La ferritine. La ferritine. C'est Ellie qui. Oui. Écoute, la ferritine, j'ai pas de. C'est pas le paramètre classique qu'on évalue. En tout cas, probablement que le. souvent des hyperferritinémies Ouais. dans Mais qui un arrive. Ouais. contexte dysmétabolique sans altération des tests hépatiques Ouais, tout à fait. Mais qui sur la sont. stéatose. Tout à fait.
toute façon, dans les stéatopathies chroniques, effectivement, il peut y avoir une augmentation de la ferritine. Les hyperferritinémies aussi sont associées parfois à une consommation chronique excessive d'alcool, qui est un facteur confondant majeur pour la présence d'une stéatose sous-jacente. Mais c'est une bonne remarque, mais je n'ai pas de données dans ces populations-là pour dire finalement est-ce que c'est un bon outil de screening de stéatose ou en tout cas de fibrose. En tout cas, ce qui est intéressant dans toutes ces populations-là, c'est que finalement, prédire la stéatose, c'est pas vraiment ce qu'on va chercher à mettre en évidence de façon non invasive dans les études. C'est essentiellement des marqueurs non invasifs qui permettent de diagnostiquer la fibrose, parce que la fibrose, c'est le facteur de risque majeur de progression et le facteur de risque majeur associé au développement de complications hépatiques. Alors, ici, je reprends les recommandations combiné de l'Association européenne d'hépato, de diabéto et d'obésité, qui étaient des recommandations conjointes en 2016, qui vont être re-updatées, en tout cas pour la partie des recommandations de la Société européenne d'hépatologie qui vont sortir, comme je l'ai dit, dans les semaines à venir. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce soit les recommandations européennes ou les recommandations américaines, ici qui datent de mai de l'année passée, il faut screener les patients diabétiques pour la présence d'une fibrose sous-jacente. Donc là, vous allez me dire comment est-ce qu'on screen. Et bon, ça va être là, ça va être là-dessus qu'on va discuter. Donc, ça, c'est les recommandations actuellement de la société européenne et qui sont relativement congruentes avec celles de la société américaine des pathologies. Ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est que le fait d'avoir un diabète, et plus particulièrement un diabète de type 2, est un facteur de risque, est considéré comme un facteur de risque pour avoir une fibrose sous-jacente et une stéatopathie sous-jacente. On l'a vu, la prévalence, elle est extrêmement forte. Et donc, il y a un premier test qui peut être intéressant, qui a une bonne valeur a priori une bonne valeur prédictive négative pour exclure une fibrose avancée. C'est le FIB-4, que vous pouvez tous calculer assez facilement, qui comprend les transaminases, les plaquettages. Il y a des tools online où éventuellement les laboratoires peuvent le, peuvent le calculer. Alors, si vous avez un FIB-4 inférieur à 1,3, vous avez une bonne valeur prédictive négative pour exclure la présence d'une fibrose avancée dans ces populations-là. Ici, c'est des recommandations pour finalement les patients dysmétaboliques. Si vous avez un FIB-4 qui est égal ou supérieur à 1,3, à ce moment-là, il y a un intérêt de faire un fibroscan. Et on discutera, il y a les recommandations ici, et on discutera des problèmes associés à ces recommandations qui vont peut-être évoluer dans les semaines à venir. Et donc, une fois que vous faites ce FIB-4 qui a une bonne valeur prédictive négative, donc vous avez un FIB-4 inférieur à 1,3, vous êtes de façon assez confiante, vous pouvez sur une fibrose avancée. Si vous avez un FIB-4 inférieur ou égal ou supérieur à 1,3, à ce moment-là, faites un fibroscan. Si vous avez un fibroscan qui est inférieur à 8 kPa en valeur élastométrique, vous pouvez exclure avec une bonne valeur prédictive négative la présence d'une fibrose sous-jacente. Et si vous avez un fibroscan qui est à plus de 8 kPa, à ce moment-là, la proposition, en tout cas dans ces recommandations, est de le référer à des gastroentérologues ou dans un service des pathologies pour finalement voir est-ce qu'on va plus loin ou pas. Globalement, c'est les recommandations. Alors, quel est le problème de screener ces patients-là avec le FIB-4? Ici, c'est une étude, multicentrique qui est l'idée par Jérôme Boursier, qui est un des tout grands spécialistes pour les marqueurs non invasifs dans les stéatopathies dysmétaboliques, entre autres. Donc, c'est une étude qui inclut environ 1000 patients qui ont eu un fibroscan et au baseline un FIB-4 à l'inclusion, qui ont une stéatopathie dysmétabolique. Et la question était finalement dans cette étude de se dire, OK, est-ce que le FIB-4, est-ce que le fibroscan notamment, sont des bons marqueurs qui permettent de prédire les événements hépatiques dans le suivi? Ce qui est intéressant ici, donc ça, c'est une étude de sous-groupe qui sont dans les supplémentaries. Mais ils se sont intéressés finalement aux patients qui ont un FIB-4 inférieur à 1,3. Ils ont distingué les patients qui étaient, ici en rouge, diabétiques et les patients qui sont non diabétiques.
Ils ont évalué finalement est-ce que le fait d'avoir un FIFOR inférieur à 1,3 est une bonne valeur prédictive négative pour exclure le développement de complications hépatiques dans le suivi. Vous voyez que globalement, les patients diabétiques font des événements hépatiques malgré la présence d'un FIFOR à 1,3. D'autant plus, vous voyez que parmi les patients qui ont un FIFOR à 1,3, il y a ici 77% des patients diabétiques qui ont des index élastométriques qui sont significativement augmentés par rapport aux patients non diabétiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris, dans ces patients qui avaient un FIFOR inférieur à 1,3 et qui avaient une biopsie hépatique, ils se sont dit, voilà, quelle est la prévalence de la fibrose avancée en fonction que vous ayez un diabète ou pas de diabète. Parmi les patients qui n'ont pas de diabète, un FIFOR 1,3, vous avez 4% de prévalence de fibrose avancée, donc bonne valeur prédictive négative. Parmi les patients qui ont un diabète, vous avez 34% de prévalence de fibrose avancée parmi ceux qui avaient un FIFOR inférieur à 1,3. Et maintenant, bon, ces études, elles sont vraiment récentes et ça commence à ressortir de plus en plus. Mais en tout cas, une suggestion, si vous avez un patient diabétique de type 2, vous devez le screener. Donc ça, c'est les recommandations. A priori, avec un FIB-4. Si vous avez un patient diabétique de type 2 qui a plus de 50 ans, screenez-le avec un fibroscan et pas avec un FIB-4. Alors ça, c'est une question que j'aime bien mettre parce que c'est vrai que parfois on a ces discussions où oui, mais bon, il a une fibrose, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de traitement et ça ne va rien changer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on doit les screener? Pourquoi on doit screener des patients diabétiques et plus spécifiquement les types 2? Bah, s'il a une cirrhose, bah, vous devez le screener de façon biannuelle pour la présence d'un cancer primitif du foie. Ça va diminuer sa mortalité. Par échographie et alpha-fœtaux. Ceux qui ont des indices, notamment élastométriques, augmentés et qui ont une hypertension portale cliniquement significative, bah, il faut éventuellement commencer une prophylaxie, une prévention primaire pour les ruptures de varices œsophagiennes, pour la décompensation, notamment par Cadex. Évidemment, adresser les facteurs de risque, discuter avec ce patient de ses facteurs de risque pour sa maladie hépatique, et pas que sa maladie hépatique, mais donc lui faire perdre du poids et adresser le problème de l'alcool, parce qu'on a vu que l'alcool avait un impact majeur sur le développement subséquent de complications hépatiques. Et on sait que des patients qui ont de la stéatopathie, des patients qui ont une fibrose avancée, ben en fait, ils vont faire plus de risques à la fois hépatique, mais à la fois non hépatique, ils font plus d'événements cardiovasculaires que les autres. Et donc, ça permet de façon, on va dire, indirecte d'évaluer aussi des patients à risque de faire des complications cardiovasculaires. Alors, ça, c'est une des questions pour lesquelles on s'est penché au labo, c'est finalement, est-ce que tous les patients diabétiques ont le même risque de faire des complications hépatiques dans le suivi? Alors, comme on discutait là tantôt, il y a cette classification prototypique, type 1, type 2, avec un overlap avec les LADA. Bon, on ne va pas parler des monogéniques et des diabètes secondaires. Mais finalement, vous le savez tous, le diabète de type 2, il est extrêmement hétérogène. Il y a une granularité là-dedans qui n'est pas capturée par cette classification. Et donc, ces classifications ou cette vue, en fait, empêchent de stratifier le risque et de dire, voilà, il y a des sous-groupes qui sont plus à risque. Et donc en 2018, il y a une équipe suédoise qui est l'idée par Emma Akvist, qui ont effectué des méthodes de regroupement sur base de profils de similarité clinico-biologique. Ils ont appliqué globalement des méthodes de clustering. Et sur base de ces paramètres-là, capturés au diagnostic du diabète, ils ont regardé ce qu'il y a des profils de patients qui ont des profils clinico-biologiques de similarité et qui sont associés à des complications spécifiques du diabète et ou des réponses à des traitements spécifiques. Donc, cette étude, c'est une cohorte de dérivation. Il y a 8000 patients. Il y a 3 cohortes de validation qui comprennent globalement plus de... Il y a 3 cohortes de validation de plus de 5000 patients. Qu'est-ce qu'ils ont mis en évidence? On voit qu'il y a un groupe de patients qui avaient plutôt initialement des profils type 1, qui ont des anti-GAD, qui sont définis comme Severe Autoimmune Diabetes. Et ce qui est intéressant dans le suivi de ces patients-là, c'est qu'ils font relativement peu de complications associées au diabète. Il y a un deuxième groupe qui a aussi un profil type 1, qui est insulinodéficient, des patients plutôt jeunes, avec des BMI relativement faibles.
Mais par contre, ces groupes-là, qui est en fait anti-GAD négatif, eux, ils ils vont développer plus de rétinopathie et plus de neuropathie dans le suivi. Il y a un troisième groupe qui sont des patients d'âge médian d'une cinquantaine d'années qui ont des profils insulino-résistants très sévères, qui n'est pas la grande majorité des anciennement type 2. Mais par contre, ces patients-là, dans cette étude, ces patients vont faire plus de néphropathie, un peu plus de stéatopathie, mais surtout, ils vont faire également plus de maladies cardiovasculaires. Quatrième groupe, c'est des patients qui ont des diabètes plutôt associés à l'obésité, mais avec des profils d'insulino-résistance qui sont relativement faibles. C'est des patients obèses, type 2, mais avec des profils d'insulino-résistance relativement faibles, qui font relativement peu de complications. Et puis le groupe principal, qui sont finalement des diabètes plus tardifs et qui font également peu de complications. Donc cette classification-là, basée sur ces études de clustering, elle a été validée dans des études à la fois sud-américaines, nord-américaines, asiatiques, et dans de multiples papiers par la suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette classification qui se base sur des profils de diabète au diagnostic, elle est relativement conservée dans le temps. Et donc la question était, est-ce qu'on peut utiliser cette nouvelle classification pour mettre en évidence un sous-groupe qui est plus à risque de faire des complications hépatiques? Alors ça, c'est une cohorte qu'on a recrutée dans le service d'endocrinologie de l'hôpital Erasme, en collaboration avec Myriam Knoop et Laurent Crenier. Alors on a inclus plus de 1000 patients, type 1, type 2, euh, recrutés dans le service. Et on a, en collaboration avec l'équipe suédoise, on a appliqué leur méthode de clustering et on a classifié nos patients sur base de leur classification. Et on les a alloués. On a fait une allocation au sein des 5 groupes prédéfinis. On a évalué d'une part le développement d'événements hépatiques dans le suivi, dont la médiane de suivi pour cette étude-là, c'est 14 ans. Et on avait un sous-groupe de patients qui ont été évalués pour de la fibrose lors du suivi. Ce qui était intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on a exclu les patients au baseline qui avaient une cirrhose et des facteurs de risque de développer une cirrhose, notamment des hépatopathies virales, etc., des Wilson, des auto-immunes. Et également, on a pris des patients qui avaient des FIB-4 inférieurs à 2,67 au début, au diagnostic du diabète. Alors ça, c'est un peu lourd comme la caractéristique des populations, mais ce qu'on va retenir globalement, c'est qu'ici, il y a les types 1, les anciens types 1 qui sont définis en antigades positifs et en antigades négatifs, qui sont relativement jeunes, avec des scores d'insulinorésistance qui sont totalement faibles, une sécrétion d'insuline résiduelle qui est relativement faible. Ici, les CIRT, qui sont les Severe Insulin Resistance Diabetes, qui est le sous-groupe de patients insulino-résistants sévères qui faisaient des complications, plus de maladies rénales chroniques, etc. Vous voyez que le score DOMA2-IR, qui est un score globalement d'insulino-résistance, est très élevé. On parle d'insulino-résistance au-delà de 2, ici, ils sont à 5,99. Ici, le diabète associé à l'obésité, bah, finalement, on reste dans les caractéristiques décrites par la cohorte initiale. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Quels sont les facteurs de risque associés au développement de complications hépatiques dans le suivi? Quand je parle de complications hépatiques, c'est comme j'avais dit, c'est développement d'un cancer primitif du foie et ou d'une complication associée à l'hypertension portale. Alors, vous voyez que si vous avez un profil insulino-résistant sévère au diagnostic, dont je répète ici la médiane de follow-up, c'est 14 ans, vous avez 7,5 fois plus de risque instantané de faire un événement hépatique et ce, ajusté pour la mortalité non hépatique. Et vous voyez que l'autre facteur de risque qui sort, bah, c'est l'alcool. Au diagnostic du diabète. Donc des gens qui n'ont a priori pas de diagnostic, pas de cirrhose ou pas de maladie hépatique chronique au diagnostic du diabète. Ça, c'est le sous-groupe évalué pour la fibrose. Vous voyez que, bah, comme attendu, le fait d'être alloué au groupe d'insulino-résistance sévère, vous faites plus de fibrose, vous êtes plus rapidement diagnostiqué pour avoir de la fibrose cliniquement significative. Et vous voyez également que les autres facteurs de risque associés, donc globalement, vous avez les patients qui sont alloués au groupe insulino-résistant sévère, les plus à risque, c'est les plus à risque pour faire les événements hépatiques, pour faire de la fibrose. Vous voyez finalement que ces patients diabétiques de type 2 avec un profil obèse et ou plutôt des diagnostics tardifs, bah, ils sont à risque intermédiaire pour la fibrose.
Mais vous voyez surtout que ce qui est intéressant, c'est que c'est l'alcool qui est également associé à une augmentation de risque de faire plus de fibrose. On s'y attendait, mais voilà. Et ici, également, le fait d'avoir une hypertension artérielle au baseline. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les patients qui ont ce groupe anti-GAD positif, qui étaient les types 1 severe autoimmune diabetes, vous voyez que, en fait, globalement, d'une part, ils ne font pas d'événements hépatiques dans le suivi. Et d'autre part, ici, c'est fibrose F2, mais il n'y en a aucun qui fait une fibrose avancée dans le suivi. Donc, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est la synthèse de ce papier-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ces patients avec une insulinorésistance sévère sont les plus à risque pour faire des complications hépatiques et également la consommation d'alcool. Tous les modèles que j'ai montrés avant, c'était des modèles ajustés, hein, c'était pas en univarié. Alors, pour synthétiser, si vous devez screener les patients diabétiques pour la présence d'une stéatopathie sous-jacente, parmi les types 1, screener ceux qui ont qui ont des features de syndrome dysmétabolique. Les types 2 sont à haut risque, ça, voilà, haute prévalence. Et quels sont, donc, évidemment, systématiquement screenés pour la fibrose, ça, c'est les guidelines. Les populations à haut risque, donc ceux qui consomment de façon chronique et excessive de l'alcool, ils sont à très haut risque, notamment de faire des complications hépatiques. Probablement l'âge et les phénotypes insulino-résistants sévères. Pour ces populations à haut risque, raisonnablement, faites un fibroscan. Alors, très rapidement, pour les traitements, les pipelines à l'heure actuelle d'antihyperglycémiants disponibles et qu'est-ce qu'on a dans la littérature. Dans la metformine, globalement, pas d'effet, en tout cas pas d'études assez fortes pour mettre en évidence un effet bénéfique sur la stéatopathie. Dipeptidyl, peptidase inhibiteur, oublié, pas d'effet. Alors, les agonistes des GLP-1, on a deux grosses études. On a un Lancet avec le liraglutide qui est positif pour la résolution de la stéatohépatite. Et on a ici un New England avec le sémaglutide, l'Ozempic, qui est positif pour la résolution de la stéatohépatite, mais pas d'impact sur la fibrose. En ce qui concerne les SGLT2, c'est essentiellement des études par résonance magnétique. On voit qu'il y a une réduction significative de la graisse dans le foie sous empagliflozin. Les PEPAR, bon, c'est essentiellement lactose, mais globalement, c'est la molécule pour laquelle on a plus d'evidence base qui met en évidence qu'il y a une amélioration de la NASH et de la fibrose, mais probablement peu utilisée, notamment pour les problèmes de safety qu'on connaît. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation, notamment par la FDA, mais également par la Société européenne, on va en rediscuter après, de drogue target pour guérir la NASH. Les évidences les plus strong, ben, c'est ce qu'on voit, c'est pioglitazone et éventuellement les GLP-1 et SGLT2. Alors, très rapidement, il y a 3 semaines, il y a eu la première étude de phase 3 qui est sortie avec le resmiteron, qui est un agoniste des sous-unités bêta des récepteurs hormones thyroïdiennes hépatiques, qui est sortie positive pour la résolution de la NASH et pour l'amélioration de la fibrose à 52 semaines. Et c'est randomisé 3 groupes, dont resmiteron annuel, journalier 80 mg versus 100 mg versus placebo. C'est des patients qui avaient une NASH et une fibrose F1, F3 dont ils excluaient les cirrhoses. Et le primary outcome était la résolution de la NASH, de cette inflammation et ou l'amélioration de la fibrose, c'est-à-dire la résolution, la diminution de 1 du score de fibrose à la biopsie à 52 semaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la prévalence de la population diabétique de type 2 était de 67% dans cette étude. Donc, globalement, c'est la première étude de phase 3 qui est positive d'une part, pour la résolution de la NASH sans progression de fibrose et également pour la résolution de fibrose, avec des données en safety qui sont relativement bonnes et comparables entre les groupes resmiteron et le groupe placebo. Ça, c'est la safety.
Alors, ce qui va être le débat, à mon avis, dans les semaines, voire les mois à venir, c'est que dans quelques semaines, il va y avoir une discussion avec la FDA pour savoir est-ce qu'il va être intégré ou pas dans le pipeline des recommandations pour la NASH. Et ça, bon, pour le moment, on a simplement des reculs à 52 semaines, on n'a pas de données au-delà. Donc, c'est possiblement ou probablement un petit peu trop prématuré pour mettre ça, pour rentrer le resmetirom dans nos guidelines. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et voilà. Merci. Ben, merci, c'était super. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Qu'est-ce que vous autorisez comme consommation d'alcool pour éviter ce genre de problème? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment est-ce qu'un agoniste de l'hormone thyroïdienne peut avoir une action sur le NASH? Alors, pour la première question par rapport à l'alcool, on sait avec les données du Global Burden Project que à partir du moment où vous buvez un verre d'alcool par jour, vous avez une augmentation de mortalité, toute mortalité confondue. Euh, et en plus, chez ces patients qui sont à risque de faire des problèmes hépatiques, théoriquement zéro. Dans les études, ce qu'on considère comme une consommation chronique et excessive d'alcool, ou en tout cas le cut-off qui fait la distinction entre anciennement non-alcoholic related, non-alcoholic fatty liver disease versus alcoholic liver disease. Enfin, maintenant, on dit plus alcoolique, mais soit c'est 14 unités par semaine pour les femmes et 21 pour les hommes par semaine. Une unité, c'est environ 10 grammes d'alcool pur. Mais évidemment, le volume dépend de. Mais bon. Donc ça, c'est la première réponse à votre question. La deuxième question, donc, je suis pas mécanique, enfin, je n'ai pas examiné l'aspect plutôt biologique du resmetirom, mais globalement, ce qu'on sait, c'est que les récepteurs, en tout cas parmi les patients qui présentent une stéatopathie dysmétabolique, il y a une conversion notamment de la T4 en T3 inactive, cette conversion qui est accentuée parmi les patients qui présentent une stéatopathie dysmétabolique, et que les récepteurs à hormones thyroïdiennes hépatocytaires, une fois qu'ils sont stimulés, ont un impact sur la lipogénèse de novo et sur la bêta-oxydation. Et donc, il y a techniquement, il y a on va dire, une impairment, mais il y a, ça affecte globalement la bêta-oxydation, globalement, si ce récepteur fonctionne bien. Oui, je dois aller là. Oui. Ah, ouais. Oui. Les patients qui ont une insulino-résistance développent souvent, en tout cas on observe au niveau biologique, une hyperféritinémie. Ouais. Alors, c'était plus ou moins évoqué, mais est-ce qu'il y a un impact réel de cette hyperféritinémie sur le cursus de la maladie hépatique? Et si oui, est-ce qu'il y aurait une place éventuellement pour les phlébotomies, pour éventuellement diminuer cette hyperféritinémie ou pas? Phlébotomie, à mon avis, non. Enfin, c'est dans aucune, en tout cas, a priori, aucune recommandation. Et le problème de l'hyperféritinémie, probablement dans ces populations-là, c'est son association avec des facteurs confondants qui, eux, sont des drivers de la maladie hépatique, notamment la consommation d'alcool. Et je n'ai pas, à ma connaissance, d'études qui ont évalué l'association entre la ferritine et le développement de complications hépatiques dans la population diabétique à risque de faire des stéatopathies dysmétaboliques. Donc voilà. Est-ce qu'on sait si le fait de ne pas parvenir à contrôler le diabète, par exemple dans cette population qui semble particulièrement à risque vu qu'ils sont très insulino-résistants, ça compte? Est-ce que par exemple, vous avez pu au cours de votre travail voir que si ceux-là, les insulino-résistants, on parvenait quand même à traiter leur diabète le plus efficacement possible, ils réduisaient leur risque de complications hépatiques? Alors, dans l'étude Princept par Emma Akvist, et donc, c'est une partie c'est pas la réponse, mais c'est un début de réponse. C'est qu'ils ont vu que les sous-phénotypes de diabète étaient associés à des dynamiques de traitement différents. Donc, il y a des populations sur lesquelles on arrivait plus rapidement sur une insulinothérapie, par exemple. Dans notre étude, on n'a pas évalué ça. Par contre, on a évalué le type d'antihyperglycémie que ces patients ont eu à un moment donné.
ça ne répond pas évidemment à la question de la progression. Ce qu'on voit dans les études de prévalence de fibrose, notamment chez les types 2, parce que c'est que le fait d'avoir une insulinothérapie est un facteur de risque au fait d'avoir une fibrose sous-jacente, qui est un cofacteur et qui est un facteur probablement confondant associé à l'obésité, associé à l'âge, peut-être à la durée du diabète aussi. Mais on n'a pas de données qui nous disent, ben voilà, des progresseurs rapides ou en tout cas non contrôlés sont plus à risque ou pas. Mais probablement, en tout cas dans les données du Lancet initial, les patients qui étaient insulino-résistants sévères ont très rapidement une insulinothérapie. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui. Les complications, vous avez expliqué également l'hépatocarcinome. Ouais. Je ne sais pas, mais les chiffres sont effrayants. Pourtant, en pratique, je ne sais pas si je ne vois pas ça, hein. En pratique, on ne le voit pas. Je suis hématologue, je vois souvent les gens viennent pour hyperféritinémie 9 fois sur 10. Je leur dis, ben, allez voir un gastro-entérologue. Mais je ne sais pas si vous avez dans d'autres, je dirais, les gastro-entérologues qui s'occupent de pathologies hépatiques, est-ce qu'en pratique, vous voyez autant d'hépatocarcinome? Alors, Parce que je ne sais pas si vraiment. alors c'est une très bonne question. Nous, en Belgique, globalement, annuellement, il y a 700 hépatocarcinomes par an. C'est globalement ce qui ressort. Par contre, si vous avez une cirrhose sous-jacente, donc que vous diagnostiquez une cirrhose chez un patient, il a entre 1 à 3% de risque annuel de faire un cancer primitif du foie. Donc, probablement que votre population ne se sont pas tous des cirrhotiques, mais si vous avez un patient qui est cirrhotique, lui, il faut le screener et il est à risque de faire un hépatocarcinome. La deuxième chose, c'est que à l'heure actuelle, il y a une explosion de cirrhose, je parle en valeur absolue, de cirrhose et d'hépatocarcinome, notamment aux États-Unis, associés à la stéatopathie dysmétabolique. Maintenant, la première étiologie de mise sous transplantation hépatique aux États-Unis, c'est la stéatopathie dysmétabolique. On voit que finalement, en valeur absolue, les patients sont très nombreux. Peut-être que l'augmentation du risque, elle est relativement faible par rapport à quelqu'un qui a une cirrhose, mais on sait que des patients qui ont une stéatohépatite, de l'inflammation dans le foie, ils sont plus à risque de faire un hépatocarcinome. Pas plus que ceux qui ont une cirrhose. Donc, vu que ces patients sont nombreux, bah, évidemment, la valeur absolue, elle augmente de plus en plus, et c'est une des principales causes finalement de mise sous transplantation hépatique, et c'est la principale cause à l'heure actuelle aux États-Unis. Donc, effectivement, en pratique, il y a beaucoup de patients qui n'auront jamais d'hépatocarcinome et que vous ne verrez globalement très peu d'hépatocarcinome. Mais si vous avez un patient que vous dépistez et qui a une cirrhose, vous devez le screener pour un hépatocarcinome. Et c'est ça tout le but finalement du screening de la politique de dépistage, c'est d'identifier ces patients à très haut risque de faire des complications hépatiques. Et c'est essentiellement les patients qui ont une cirrhose, quoi. J'avais vu une question dans le chat qui demandait quelle était la fréquence du FibroScan pour le suivi. Alors, oui, ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de données qui permettent de répondre à ça. Dans les recommandations, que ce soit européennes ou américaines, on recommande de screener les patients diabétiques pour la fibrose une fois par an, mais on part sur un premier test qui est par FIB4. Il n'y a pas de données. Je ne sais donner qu'un avis, même pas d'expert, mais moi, je referai le FibroScan au moins 3 ans si on a des index d'élastométrie inférieurs à 8, parce que c'est une bonne valeur prédictive négative. Par rapport au suivi d'alpha-fluoroprotéines chez les patients à risque. Ouais. À quelle fréquence je contrôlerais l'alpha-fluoroprotéine? Ouais, l'alpha-photo, c'est tous les 6 mois en combinaison avec l'échographie. Chez les cirrhotiques, hein. Parce que Plus de questions? question complémentaire. Oui, la question reste le screening. Parce que tu dis 1 à 3% de patients de cirrhose qui vont développer un hépatocarcinome.
Est-ce qu'il ne faut pas quand même revoir un peu cette attitude, je dirais, générale de screener de tous ces patients-là pour un risque finalement relatif très faible? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt davantage screener les patients cirrhotiques à risque, eux, d'évoluer? Parce qu'on sait qu'il y a des malades qui ont une cirrhose très peu active, non? Non, de toute façon, le patient cirrhotique, il faut le diagnostiquer de façon il faut le dépister de façon biannuelle par échographie plus alpha-fetoprotéine pour un HCC. Donc ça, c'est cost effectiveness, ça améliore leur survie. Enfin, ça, c'est démontré et surdémontré. Pour le patient cirrhotique, il faut le dépister, il faut le screener pour les pathocarcinomes. Là, ce qu'on parlait en termes de politique de screening, c'était pour de la fibrose avancée qui, à terme, est un facteur de risque de. Et c'est là toute la question, et c'est une bonne question. C'est finalement, c'est une population qui est majeure en termes de valeur absolue de nombre. On voit, c'est 7% de la population adulte ici. Donc, effectivement, et ça, c'est encore une question qui est très touchy, c'est quelle est la sous-population à risque parmi cette grande population pour lequel le dépistage, le screening sera cost-effectif. Et donc ça, c'était une partie de mon travail sur lequel on a discuté là. Mais en termes de guidelines, ce n'est pas encore implémenté parce que toutes les données que je vous ai montrées sur les facteurs de risque associés au fait de faire des complications hépatiques chez le patient diabétique, c'est tout des papiers depuis 2021, 2022, 2023. Donc tout ça, c'est assez récent. Et on va progresser sur les recommandations et la stratification du risque de ces populations-là. Mais à l'heure actuelle, on voit que si on fait un screening chez les patients type 2 de plus de 50 ans, on voit qu'il y a là, dans l'étude-là, il y a 6% de cirrhose. Après, à quel niveau ça sera et pour qui ça sera cost-effectif, ça, c'est la grande question. Alors, finalement, à partir, je dirais, de quel niveau d'alpha-fetoprotéine va-t-on rechercher un hépatocarcinome? Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est-à-dire que ce qui est recommandé, c'est que globalement, si vous avez donc l'alpha-feto et le dépistage et le cancer primitif du foie, dans les recommandations, notamment américaines et européennes, ça a été parfois il fallait les combiner, parfois on a laissé tomber l'alpha-feto. Au fur et à mesure des années, ça a évolué. L'alpha-feto seul n'est pas un marqueur de dépistage. Non, elle est combinée à l'échographie, à un contexte clinique. Est-ce que le patient a eu anciennement un hépatocarcinome? Est-ce qu'il est en récidive, etc. Donc, c'est à contextualiser. Et globalement, on remarque que finalement, les patients qu'on doit screener plus activement, c'est à partir de 20. Oui. Mais l'alpha-feto seul. Eh bien, merci. Merci à vous. Ce qui est hyper intéressant.